émission du 22 mai 2024. Bienvenue à tous. Kim Roy-Grenier au microphone. Aujourd'hui à l'émission, nous vous présentons le troisième reportage de la journaliste Laetitia Arnaud-Sicari sur les minorités culturelles LGBTQ+. Bonsoir Laetitia. Salut Kim. Alors, peux-tu te décrire physiquement et nous partager tes pronoms? Oui, mon pronom c'est elle. J'ai les cheveux bruns bouclés avec une camisole colorée avec un short noir. C'est une vestimentaire très estivale. Exact. Oui, moi aussi j'ai sorti les shorts. Alors, tu nous emmènes dans quelle communauté cette semaine? Dans la communauté italienne. Italienne queer. Oui, exact. Oui, des beaux témoignages dans ton reportage. On va écouter ça en début d'émission. Et c'est Joëlle Prudhomme qui nous présente son billet d'humeur cette semaine. Bonsoir, Joëlle. Bonsoir. Peux-tu te décrire physiquement et nous partager tes pronoms? Oui, mes pronoms sont elle et physiquement, j'ai moins compris que c'était l'été que vous. Je suis en jeans avec un chandail avec une texture vraiment le fun. Puis en plus, tu es venu en vélo. Je suis venue en vélo, mais j'étais pas en jeans en vélo. Tu as vu, OK. il y avait une petite twist. Je suis allée me changer. Voilà. Alors, de quoi tu vas nous parler ce soir? Moi, je vous parle de mon... Oh, mon Dieu! J'ai failli vendre un punch. Je vais vous parler de représentation queer dans ma jeunesse. Excellent. J'ai rien vendu de punch. Bon. Puis là, en plus, moi, j'étais super impressionné. Tu es là avec ton ordinateur touchscreen sur l'écran. Ça sert à rien à part ce moment-là de ma vie, mais ça sert à ce moment-là de ma vie. Okay. L'investissement valait la peine pour tes présences à l'émission tous. Exact. Et puis, on va aussi faire un retour sur la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie du 17 mai en compagnie de notre nouvelle collègue journaliste stagiaire, Salomé Marie. Et en grande entrevue cette semaine, c'est l'artiste drague Jérémy Loca, alias Miss Loco Loca, qui fait partie de la distribution du spectacle Les Dragues te font signe, qui met en vedette des artistes sourds. Et en fin d'émission, Kamala Macrel sera avec nous pour parler de littérature décoloniale. On avait abordé ça rapidement lors d'une discussion post-émission. On va plonger à fond dans ce sujet aujourd'hui. Moi, c'est Kim Roy-Grenier. Je suis journaliste homosexuel et non-binaire. J'utilise le pronom « il », sauf quand je suis maquillée ou je préfère le pronom « elle ». Et ce soir sur scène, moi, j'ai opté pour la tenue estivale. Les shorts sont de retour, la petite chemise bleue. J'ai même osé détacher un bouton supplémentaire. Ah oui, j'ai osé. Voilà, mon auto-Normandie après tout. Alors, voilà, nous sommes en direct de la Taverne de Normandie, dans le village à Montréal. C'est parti pour tous. Rebonsoir, Laetitia. Allô. Alors, pour ce troisième reportage, on l'a dit, sur les minorités culturelles LGBTQ+, tu nous amènes dans la communauté italo-queer de Montréal. Quand tu m'as présenté l'idée pour la première fois, j'étais un peu hésitant, entre autres parce que je pense que sur le coup, dans ma tête, j'ai confondu minorité culturelle et minorité visible, ce qui n'est pas la même chose. Mais tu m'as rapidement convaincu. Qu'est-ce qui t'a amené sur cette piste-là? C'est drôle parce que j'ai des origines italiennes. Ah! Donc, ben oui, Sicari, j'aurais dû m'en douter. Exact. Puis c'était un peu un angle mort dans mes recherches, en fait, la communauté italienne queer, parce que... Donc, c'est ça, c'était un angle mort dans mes recherches parce que j'ai pas trouvé d'organisme qui existait qui représentait la communauté. Je trouvais pas d'événements créés par cette communauté-là. Donc, j'ai continué à faire mes recherches. Puis, à un moment donné, j'ai recommencé à faire des recherches sur cette communauté-là. Puis, je suis tombée sur un événement Facebook créé par Christopher qu'on va entendre dans le reportage. Puis, en fait, il organisait la première rencontre pour voir s'il y avait un intérêt pour créer un groupe pour la communauté italienne queer. Donc, je l'ai rencontré, on a pris un café, puis ça a donné ce reportage-là. Alors, il y avait un lancement de livre au début du mois. C'était l'occasion, justement, de souligner le relancement de ce groupe, parce que, on va l'apprendre, mais c'est pas tout à fait nouveau, pour les communautés italo-queer. Alors, on écoute ton reportage. C'est jeudi soir, 2 mai. Et sa fourmille de monde à la librairie n'était-ce pas l'été dans la petite Italie. Je suis un homme gay, puis je suis aussi moitié italien. Voici Christopher, l'une des personnes à l'origine du rassemblement.
Et je pense pour la plupart de ma vie, il y a deux partie de mon identité, mon identité queer et aussi mon identité italienne. Et j'ai jamais pensé que je peux être les deux en même temps. Il est l'un des auteurs du livre Here and Now, Volume 2, An Anthology of Queer Italian Canadian Writers. 50 auteuristes queer de la communauté italo-canadienne y racontent leur expérience identitaire et culturelle. Cette petite bible littéraire arrive sur les tablettes des librairies le jour même. Le lancement du livre tombe à point pour Christopher. En avril, entouré de quelques autres personnes, il a décidé de créer Italo Queer, un groupe pour conjuguer identité queer et italienne. Un projet qui autrefois lui semblait impensable. Quelques années, j'ai participé dans un documentaire où ça traite un peu de ce sujet-là. Puis à la même temps, j'étais invité d'écrire quelque chose pour le premier volume de cette anthologie. Et vraiment, comme pour moi, ça a commencé de penser que vraiment qu'il y a un besoin d'avoir quelque chose pour cette communauté. Il me raconte que ça fait au moins 20 ans qu'il n'y a plus de groupe représentant la communauté queer italienne dans la métropole. Anciennement, dans les années 90 à Montréal, il y avait une association, un groupe italiano gay lesbico. Ça, c'est ce qu'on veut faire avec l'association, de vraiment comme trouver des activités un peu plus pour notre communauté, pour célébrer qui nous sommes. Pour moi, le culture italien est vraiment vu très macho. Quand j'étais jeune, je ne me sentais pas à l'aise avec mes oncles un peu plus, mes oncles italiens. Je ne vais jamais sentir comme a real guy. Et pour moi, ça c'est pourquoi pour moi, au début, non, je veux rien savoir avec mon côté italien. Il déplore l'influence encore présente de la religion dans certaines familles italiennes. Pour d'autres mondes, il y a aussi l'influence de l'Église catholique aussi. C'est encore difficile pour du monde queer, d'être eux-mêmes à la maison, à la famille, à la table, Sunday lunch avec toute la famille. C'est difficile de peut-être apporter leurs copains ou copines. Ce sont des mots qui résonnent auprès de certaines personnes présentes à la librairie. Peace starts off with this memory from my childhood. John est professeur en histoire de l'art et en arts plastiques à l'Université Concordia, artiste et un des auteurs de l'anthologie. Quand j'étais jeune, ça c'était dans les années 70, donc, 80 même. Donc c'était un monde différent. Et surtout dans la communauté qui était très religieuse. Bon, tous les clichés, tous les stéréotypes qu'on a, je les ai vécus. John m'avoue que c'est en partant du Québec, dans la vingtaine, qu'il a pu vivre pleinement son identité queer pour la première fois. J'ai quitté le Québec aussi parce que il y avait aussi une question politique. Étant anglophone, donc citoyen de 3e grade, je me sentais jamais chez moi, donc j'ai quitté. Mais ce qui a vraiment changé ma vie, c'est quand j'étais en Italie avant, puis là j'étais aux États-Unis, j'étais à l'école, et il y avait la crise du sida. Il y a une communauté d'activistes là, qui s'est formée, et donc c'est là où j'ai vraiment trouvé ma première, on va dire, mon identité grounded dans une communauté. John n'a pas hésité longtemps avant de s'impliquer pour cofonder le groupe Italo Queer. Moi, ce qui m'intéressait plus, c'est d'avoir un sens vraiment de cultiver un sens de communauté. Je voudrais même dire me faire des amis italo-queer. C'est très simple. Un petit peu ce que j'avais pas quand j'étais un jeune homme de 20 ans. Donc c'est pour ça que quelque chose comme ça, là, ça m'excite. Je suis content de faire partie de ça. C'est comme j'étais jeune encore, pour un petit peu refaire ce que j'ai pas fait. Ripasso. Post-spa date with myself at a pizzeria in the Old Port. I remember coming here with my mom some years ago for my birthday, sitting in a similar place, this time facing the door. Milena est l'une des autres personnes fondatrices d'Italo Queer et a aussi participé à l'écriture de l'anthologie. Tout comme pour Christopher, Milena a eu la difficulté à concilier ses identités queer et italiennes en tant que jeune adulte. Pour mes 30 ans, ma mère m'a fait une grande fête surprise avec toute ma famille et des amis, tout ça. Et au milieu de la soirée, elle a pris le micro, elle a remercié tout le monde d'être là, d'être venu. Et elle m'a donné le micro en disant « Est-ce que tu veux dire quelque chose? » Et j'ai dit oui. J'ai fait mon coming out à ma famille à ce moment-là.
Et je pense à ce moment-là, c'était comme très important pour moi d'essayer de comme réconcilier les deux. Comment tu t'es sentie de dire ça? Je me suis sentie bien. C'était comme, tu sais, les gens étaient là pour moi, donc pourquoi pas, j'ai un micro, ils vont m'écouter, genre. Et il y a certains gens qui m'ont, like, cheered on. D'autres personnes qui étaient comme... Et il y avait mes oncles comme dans le coin qui parlaient comme d'autres choses. Words about this new community group that we're creating. We mentioned it a little bit. Avec la création du groupe Italo-Queer, Milena espère que la communauté queer italienne gagnera en visibilité et se rapprochera de la communauté italienne en général. De dire « Hey, on existe, salut », mais aussi pour faire des connexions entre nous et être comme... partager nos histoires, parce que c'est toujours ça, comme avec une identité qui est plus marginalisée. T'sais, on pense qu'on est les seules personnes à vivre une telle chose, et c'est pas vrai, clairement. Christopher remarque déjà des changements du côté de la communauté italienne. Il donne en exemple l'Italfest, un festival montréalais qui célèbre la culture italienne durant le mois d'août et qui soutiendra Italo-Queer pour des activités futures. Pour moi, c'est très important parce que ce festival, je ne sais pas si les queers ont été vraiment comme, pas bienvenus, mais pas vraiment sentir bienvenus d'être partie de la communauté italienne à Montréal. Pour moi, c'est très encourageant et je veux que ça continue. Alors, Laetitia, on espère que les gens du groupe Italo-Queer nous écoutent. On les invite à venir nous voir ici et à rencontrer tout plein d'autres belles personnes de la communauté LGBTQ+. Je rappelle que la diffusion de ce reportage a été rendue possible grâce à l'obtention d'une bourse d'excellence de l'Association des journalistes indépendants du Québec, l'AGIC. Félicitations encore une fois, Laetitia, d'avoir obtenu cette bourse. Merci. Et puis, je sais qu'il y en a deux autres reportages en préparation. On n'a pas encore le droit de tout te dire, mais je sais que tu avais une rencontre ce soir avec un auditeur dans la salle. Je dis ça comme ça. Alors, on espère que ça va pouvoir déboucher sur un autre reportage, soit d'ici la fin de la saison ou encore pour notre deuxième saison. On a très hâte. Merci beaucoup de ta présence, Laetitia. Merci, Kim. Voici maintenant un résumé des nouvelles nationales et internationales. Une enquête du 24 heures publiée pour la journée du 17 mai met en lumière les risques de discrimination à l'embauche que vivent les personnes non-binaires au Québec. 2 CV presque identiques ont été envoyés à une centaine d'employeurs. L'un indiquait aucune information sur l'identité de genre du postulant fictif et l'autre mentionnait sa non-binarité. Ce dernier a reçu 2 fois moins d'appels pour une entrevue. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse juge que ces résultats sont très préoccupants. Un nouveau rapport de l'organisme de défense des droits LGBTQ+, GLAAD, dresse un portrait peu reluisant des efforts déployés par les médias sociaux pour protéger les utilisatrices LGBTQ+, contre les discours haineux et le harcèlement. 5 des 6 médias sociaux à l'étude ont reçu la note de F, notamment Facebook, Instagram, YouTube et X. TikTok est la seule plateforme à avoir obtenu une note de passage. Selon le rapport, une modération inadéquate et des mauvais algorithmes facilitent la désinformation et le partage de contenu haineux. À l'approche des Jeux olympiques de Paris, un scandale éclate dans le monde du soccer en France. En pleine campagne contre l'homophobie dans la Ligue 1, le joueur de l'AS Monaco, Mohamed Camara, a masqué les logos en faveur de la diversité LGBTQ+ sur son maillot. C'était lors du match contre Nantes dimanche soir. La ministre des Sports et des Jeux olympiques de France, Amélie Oudéa-Castéra, estime que le joueur et son club doivent recevoir des sanctions fermes pour ce comportement qu'elle juge inadmissible. On
On vous en a parlé la semaine dernière. C'était la 22e journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, le 17 mai dernier. Et pour l'occasion, une marche à reculons a été organisée à la place des festivals. C'était cette particularité de la marche, donc que les gens ont avancé, enfin ont plutôt reculé, en référence à ce recul de nos droits dans la dernière année. Notre nouvelle collègue journaliste stagiaire Salomé Marie était sur place. Bonsoir Salomé. Bonsoir. Bienvenue sur la scène du Normandie. Merci. Est-ce que tu peux te décrire et nous partager tes pronoms? Oui, mon pronom, c'est elle. Je porte une longue jupe noire avec un top vert foncé, puis j'ai les cheveux bouclés noirs. Et qu'est-ce que ça signifie pour toi faire partie des communautés LGBTQ+, ou être une alliée? Ben, je vais répondre avec mon chapeau de journaliste. Oui. Ben, pour moi, être une journaliste qui joue le rôle d'allié, c'est tout d'abord d'être proche des communautés, aussi de faire le travail, de m'éduquer sur les communautés, puis ben, de traiter des sujets qui les touchent avec toujours beaucoup de sensibilité et d'empathie. Et tu termines bientôt ton baccalauréat en journalisme à l'UQAM. Oui. D'ailleurs, ton stage va te permettre d'obtenir des crédits. Félicitations. Qu'est-ce qui t'a amené vers ce métier? Ben, c'est une grande curiosité, je pense, une soif d'apprendre. Puis, ben, pour moi, le journalisme, ça représente un vecteur de changement social. Puis, j'avais vraiment envie de participer à ce changement. Alors, revenons sur cette marche qui a eu lieu vendredi. C'était organisé par la Fondation Émergence. Oui, ben, le thème de la journée cette année, c'était dénoncer les idées dépassées. J'en ai discuté avec le directeur général de la Fondation Émergence, Laurent Brault. Depuis les 2 dernières années, on constate en fait que des reculs un peu partout dans le monde, même ici, par rapport aux droits LGBT. Puis, ça nous inquiète vraiment beaucoup. Puis c'est pour ça qu'on a fait du recul, de dénoncer en fait les reculs, le thème de notre campagne cette année. Peut-être avez-vous vu d'ailleurs notre petite vidéo en accéléré sur notre Instagram. Donc, sur place, quelques centaines de participants, mais il y avait aussi plusieurs élus. Oui, bien, effectivement, il y avait le ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault. Il y avait aussi la porte-parole de l'opposition officielle pour la communauté 2S LGBTQIA+, Jennifer Macaron. Et le député solidaire Alexandre Leduc était aussi sur place. Il a tenu à rappeler l'importance du travail des organismes communautaires dans la défense des droits des communautés et la nécessité de les financer davantage. On peut l'écouter. Il faut toujours écouter ce que nous disent les organismes puis apporter ça dans la place publique. Il y a aussi toute la question du financement des organismes. C'est toujours difficile à renouveler année après année. Toujours des petits projets de fonds d'économie de bout de chandelle qui rendent difficile d'avoir un financement périn, stable à long terme pour les organismes. C'est aussi une des batailles qu'on mène. Et on mène cette bataille, nous autres aussi. Tu t'es entretenu aussi avec plusieurs des personnes qui étaient sur place pour participer à cette marche. Oui, puis j'ai préparé une petite sélection d'extraits. J'ai le droit de vivre comme n'importe quelle autre personne. C'est ça. C'est pour ça que je suis là. Tous les vrais changements qui durent, quand il y a des choses qui avancent, il y a souvent d'opposition. Ça vient toujours avec les changements, puis je pense qu'il y a de plus en plus de visibilité trans, donc ça va de soi qu'il y ait une opposition. Donc c'est pour ça qu'on est là, pour comme garder le front puis continuer à avancer. Elle dit quoi, ta pancarte? Elle dit que l'éducation sauve des vies, l'ignorance tue. C'est beaucoup en lien avec le nouveau mouvement là, justement LGBTQ-phobe qui gagne vraiment en augmentation depuis, à Montréal, c'est depuis l'automne dernier, vraiment contre l'éducation à la diversité sexuelle, diversité de genre dans les écoles. Ça sauve littéralement des vies. Là. Il y a des gens qui se suicident encore à cause des LGBTQ-phobies. Puis un des remparts à ça, c'est l'éducation. J'ai de la misère, puis je commence à avoir de plus en plus peur, si on veut, de sortir. Quand t'as pas le passing, puis ces choses-là, là, moi, en tout cas, moi, ça génère de la peur chez moi. Alors que quand j'étais plus jeune, j'étais plus haute, puis je pensais pas à ces choses-là. On dirait que le ressac était moins là. Les gens étaient moins polarisés, peut-être. Là, je trouve que c'est un tout autre climat depuis les 3-4 dernières années. Depuis plusieurs années, il y avait quand même un certain avancement, une certaine compréhension par rapport aux jeunes trans non-binaires créatifs ou fluides dans le genre.
Puis depuis quelques années, on sent vraiment une incompréhension puis une haine qui est directement dirigée envers des enfants qui veulent juste comme pouvoir être et s'exprimer comme ils veulent. J'imagine qu'il y a un peu d'espoir aussi parce que quand on se fait attaquer nos droits, souvent, ça fait ressortir une colère. Et cette colère-là peut nous faire avancer. Merci, Salomé. Et je sais que tu travailles en ce moment sur la préparation de reportages qu'on pourra diffuser d'ici la fin du mois de juin. Alors, très hâte de pouvoir te réentendre à ce micro. Bien, merci, Kim. Et je me tourne donc maintenant vers Joël Prudhomme. Oui. Rebonsoir, Joël. Bonsoir. Ça fait longtemps qu'on s'est vus. Oui, trop longtemps. Ben oui. Ça fait comme 1 mois et demi. Ah, même, je dirais quasiment 2. Ah, ouais. Ouais, écoute, je suis pas allé voir dans le calendrier. Là, évidemment, c'est pas qu'on voulait pas te voir, là. C'est parce que je sais que tu avais d'autres engagements. Oui, exact. Entre autres, tu fais de l'impro. Je coach de l'impro tu et coaches? je fais OK. les deux. Mais le mercredi, je coach de l'improvisation collégiale. Et Donc, comment s'est passée votre saison? Vraiment bien. Je les aime d'un amour infini, puis et elles sont excellentes, donc excellentes. Est-ce qu'il y avait des championnats de fin de Oui, saison? on s'est rendu en demi-finale, quand même. Quand même! Oui. Est-ce que c'était au collège, au cégep ou au collège où toi-même tu es allé? Non, les demi-finales sont en lieu neutre, OK. aussi neutre que peut l'être leur vivant. Selon moi, c'est un peu absurde, mais oui, en lieu neutre. Donc, moi, je coach à Lionel-Groux, le cégep. Puis, donc, l'équipe s'appelle les Chanoines. C'est très religieux, mais c'est pas leur faute. C'est pas eux qui ont décidé, c'est le nom du cégep. Ils font ce qu'ils peuvent. Bon, alors, outre l'impro, tu as eu d'autres projets en humour aussi dans les dernières semaines? Oui, moi, c'est vraiment mon show queer qui se promène à travers le Québec. Pour l'été, il y a une pause, mais on revient à l'automne avec plusieurs dates. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, ça s'appelle Le Show Queer sur Instagram. Sinon, je travaille sur ma première heure de blague. Donc, C'est-à-dire? 60 minutes de juste Joël Prudhomme. Donc, ça, c'est pour moi, c'est super excitant. Donc, je travaille avec des autoristes de grand talent. Puis, je suis là-dessus à temps plein. Est-ce que 60 minutes, ça se qualifie pour un one-woman show? On pourrait dire, mais je me sens pas prête d'appeler ça encore un one-woman show. Pour l'instant, c'est du rodage. Je travaille mon premier 60 minutes. Donc, si on te voit un peu cet été, ça veut-tu dire qu'on va avoir accès en primeur à un peu de ton matériel? Exactement. Puis cet été, je suis au Minifest. Donc, je fais des petits spectacles au Minifest d'impro et d'humour. Si jamais l'humour vous parle moins, je fais de l'impro, vice-versa. Mais il y a quand même une connexion entre l'humour et l'impro, là. Absolument. C'est juste que t'es pas obligé d'être bon en impro pour être bon en humour et vice-versa. OK. Mais il y a définitivement beaucoup d'humour en impro. Il y a beaucoup d'impro en humour, donc. Puis comment, toi, dans ton parcours, tu puises dans l'une sphère, dans l'une de ces sphères-là, pour aller nourrir l'autre? En humour, l'improvisation vient le nourrir de par ma rapidité sur scène de réaction. Donc, avec mon interaction avec le public, j'aime ça me laisser aller. Puis des fois, mes meilleures blagues, c'est celles que j'avais pas écrites, mais que sur le coup, je l'ai dit, puis je fais hey, « c'était bon, ça! » Fait que là, je le renote plus tard. Donc, l'impro vient vraiment me nourrir là-dedans. Puis à l'inverse, c'est ma présence scénique qui vient vraiment aider l'impro. Voilà. Oui, puis le rodage sert à ça aussi, d'aller chercher des nouvelles blagues, puis tester ton matériel. De se laisser l'espace d'essayer quelques affaires certains soirs, puis changer l'ordre, changer la figuration et tout ça. Donc, ouais. Mais le public qui change aussi, est-ce que ça affecte tes modifications, ta préparation? Parce que chaque public est différent. Exact. En humour, c'est fascinant comment, d'un public à l'autre, des fois, tu peux faire le même soir au bordel, 3 fois le même numéro, puis c'est des réactions complètement différentes, mais c'est à l'humoriste de s'adapter, justement, de voir ça lève moins, on va passer plus vite, on va aller à l'autre, puis c'est vraiment l'humour, c'est vraiment une discussion à deux, ça se fait. D'où aussi pas l'importance, mais le bonus d'avoir ton bagage en improvisation. Ça peut pas nuire. Ça peut pas nuire. Exactement. Alors, aujourd'hui, tu as préparé, comme tu disais, une chronique sur la représentation lesbienne ou queer? Queer. Queer at large. At large. Alors, je te tends le micro. Je te cède la parole, voilà. Tout d'abord, je veux dire que je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui particulièrement parce que la semaine dernière, en plus exactement le 17 mai, c'était la Journée internationale de
Ma fête, bien essayé. Ma fête, voilà, journée internationale de la naissance de la petite frisée à la fois pétée, c'est moi. D'ailleurs, je tiens à vous remercier pour votre marche en mon honneur. Hein, vous l'avez faite à reculons. Une petite pensée pour mes années où je travaillais dans des camps de vacances. J'apprécie beaucoup, merci. Il s'adonne que, parallèlement, le 17 mai, c'est aussi la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Et ceux et celles qui ne le savaient pas, c'est la date où, en 1990, l'OSM avait officiellement arrêté de considérer l'homosexualité comme une maladie mentale. Donc, youpi! En plus d'être née et d'être fièrement queer, je ne suis plus perçue comme malade. Ça, c'est de la date de fête, hein, quand même. Et cette année, j'ai reçu le plus beau cadeau de fête qui soit, lunch. Là, pas dans le sens que ma blonde m'a amené au Saint-Hubert manger un snack à 40$. Je parle de Lunch, la nouvelle chanson de Billie Eilish, qui, soyons honnêtes, a empêché pas mal de lesbiennes, pan ou bi de dormir en paix cette semaine. Les paroles, attention, mon mauvais anglais. I could eat that girl for lunch. Yes, she dances on my tongue. It's a craving, not a crush. Les lesbiennes ont chaud, Kim. Puis ça, c'est pas à cause de la crise climatique qui fait qu'il y a une canicule en plein mois de mai. C'est sensuel, c'est assumé, c'est queer. Les lesbiennes ont chaud. Woo! Pour les personnes qui ne sont pas outées à leur entourage, je pense que Billie Eilish vient de unlock une nouvelle façon de faire son coming out, au souper familial d'ailleurs. Bon, ma puce, qu'est-ce qu'on cuisine pour souper? Maman, je veux manger des femmes. Et voilà. Je dis ça, mais parenthèse, lunch, c'était pas en soi un coming out. Billie avait déjà dit être queer en novembre 2023. Elle disait qu'elle voulait pas faire un big thing avec son coming out. En fait, elle était convaincue que tout le monde le savait déjà. Elle a dit, je cite, « Wasn't it obvious? » Malheureusement, après cette entrevue, elle avait perdu plus de 100 000 abonnés. Donc, que sa réaction face à cette queerphobie soit un album incroyablement queer et sexy, je pense que ça fait en sorte que ces 119 millions d'abonnés restants l'aiment encore plus. Juste 119 millions, c'est... Mais tu vois, Kim, la chanson « Lunch » m'a fait réaliser que, un, j'ai chaud, et deux, que la représentation lesbienne très in your face dans la culture populaire, il n'y en avait pas tant que ça quand moi j'ai grandi. La chanson la plus lesbienne que je connaissais, moi, en grandissant, c'était « I Kissed a Girl » de Katy Perry. C'est une tristesse, je suis désolée. No wonder que j'ai vécu du refoulement. Quand Katy Perry te dit « It's not what good girls do, not how they should behave », tu la crois. Fait que je suis désespérément partie à la recherche de représentation queer dans mon enfance. Je voulais savoir où étaient cachés les queers. Donc, je commence avec Disney. Bon, easy peasy, il y avait Moulin et Rebelle, deux féministes qui passent leur vie à déconstruire la binarité et les standards liés au genre queer. Il y avait Belle dans La Belle et la Bête, clairement pansexuelle, parce qu'elle aime despite of gender, hein? By the way, pour toutes celles et ceux que je demandais, ça fait longtemps que Belle nous l'a dit qu'il faut choisir l'ours et pas l'homme. On revient à Disney, il y avait Blanche-Neige et les 7 nains. Bon, apparemment, il y aurait 15% des hommes qui seraient gays. Selon une étude française, sûrement vraiment en poche, trouvée sur Internet. 15%, ça, c'est 1 sur 7. OK, c'est lequel qui est gay? Donc, moi, je pense, j'ai fait mes petites recherches, et je pense que c'est Prof qui est gay, parce qu'il obligeait les autres nains à faire leur toilette. Puis, c'est très gay. Et il proposait lui-même de frotter les autres nains quand ils se lavaient. I mean, voilà. On y va en rafale pour d'autres classiques de Disney. La Petite Sirène, Sébastien. Le Roi Lion, Zazu. Et finalement, Star Wars, C-3PO. Évidemment. All right, maintenant au Québec. Là, on part à la recherche des personnages queer vractéviens. Il n'y en a pas. Honnêtement, j'ai fouillé. C'est très, très straight, la télé-jeunesse québécoise. L'émission où j'en ai trouvé / imaginé le plus, c'était dans Une grenade avec ça. Déjà, les jumelles McCormick, très lesbiennes, toujours parties en camping avec leur partenaire. On avait Eve Kapuczynski, l'écolo, grano, militante féministe. Elle sort avec des gars, mais elle semble jamais épanouie dans ses relations.
Ça sonne très closeted queer friend, selon moi. Mais mon préféré, Darius. Probablement le personnage le plus pansexuel que j'ai vu à la télé. Darius, là, c'est la définition même du queer-coded. Tant qu'à faire un personnage marginal qui se fout des codes sociaux et du regard des autres, pourquoi pas l'assumer? Vrac TV, répondez-moi. Sinon, on y va en rafale avec Vrac TV. Dans une galaxie près de chez vous, Brad Spitfire. Radio Enfer, Maria, mais juste une fois rendu à l'université. Puis finalement, Gribouille. Pour vrai, c'est gênant en termes de représentation. Moi, j'ai hâte qu'un équivalent de Vrac soit adapté aux nouveaux médias et vienne nourrir les jeunes avec de la diversité, parce que Degrassi Nouvelle Génération, c'était pas suffisant. Sur ce, je vous souhaite de retourner écouter mon cadeau de fête, soit Lunch, parce que moi, j'ai chaud, Kim. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont chaud dans la salle? Allez, écoutez ça, vous allez avoir chaud, chaud, chaud. Moi, on m'en a parlé cette semaine de ce vidéoclip-là, de 2 personnes qui m'en parlent. J'ai pas eu le choix d'aller le regarder. Bon, moi... Le vidéoclip est très 90 dans le style. Oui, il faut vraiment s'attarder aux paroles pour comprendre. Pour avoir chaud, il ne faut pas regarder la vidéo. Oui, c'est ça. Il faut vraiment... Là, voilà. C'était quoi les paroles déjà? C'est « I could eat that girl for lunch. Yeah, she dances on my tongue. It's a craving, not a crush, quand même. » I know, moi aussi. Merci beaucoup, Joëlle. Merci. Vous aimez les découvertes musicales de notre chroniqueuse en musique Garance Chartier? Eh bien, bonne nouvelle, toutes les chansons dont elle nous a parlé à l'émission depuis le début de l'automne sont maintenant regroupées dans une liste de lecture qui s'appelle « Tous de musique par Garance ». C'est disponible sur Spotify et Apple Music. Oui. 1h30 de musique LGBTQ+. Puis honnêtement, depuis qu'elle est en ligne, moi, je l'écoute pas mal en boucle. Garance, il y a vraiment des bons goûts musicaux, variés aussi. Pour l'occasion, on vous invite à écouter 2 nouveaux singles qui sont sortis récemment. D'abord, Thérèse, qui est sortie en début de semaine, du groupe Lavande. On en avait parlé dans notre émission spéciale à Québec en début de février, ainsi que la chanson « Peur de mourir » d'Adieu Narcisse, qui a composé les thèmes de notre balado. Alors, c'est à écouter sans modération, sur la route, dans l'autobus, le métro, au boulot ou en faisant le couch potato. Et je remercie ma collègue Sonia Malek d'avoir gentiment suggéré cette idée. C'est vraiment formidable. J'aurais dû y penser avant. On aurait dû y penser avant, mais jamais trop tard pour bien faire. Et puis en rappel, je vous mentionne également que nous sommes nouvellement sur Patreon. On y met en ligne les discussions post-émission que l'on a ici avec le public sur place. Si vous aimez le balado, nous vous invitons à vous abonner à notre Patreon. C'est seulement 5 $ par mois, mais ensemble, ça va faire une différence pour qu'on revienne en force pour une 2e saison. Pour vous abonner, patreon.ca/tous.
Le 14 juin prochain, c'est la 5e édition du spectacle Les dragues te font signe au Asgang Plaza, qui mettra en vedette des artistes dragues de la communauté sourde. Ça n'arrive qu'une fois par année, alors faut pas le manquer. Pour en parler ce soir, nous recevons Jérémy Loca, alias Miss Loco Loca, qui est de la distribution. Alors, Jérémy est sur scène avec nous ce soir et notre interprète en langue des signes québécoise, Marie Penel, va signer mes questions et va verbaliser les réponses de Jérémy. Alors, bonsoir, Jérémy. Bonsoir. Est-ce que tu peux te décrire physiquement et nous partager tes pronoms? Oui. Ben, en fait, moi, je suis non-binaire. Et je préfère qu'on m'identifie à Yel. J'ai des cheveux blonds teints. J'ai une camisole noire avec des souliers, des bottes noires en cuir et des jeans. Et je suis très contente d'être ici. C'est un plaisir partagé. Qu'est-ce que ça signifie pour toi faire partie des communautés LGBTQ+. Ben, en fait, pour moi, faire partie de la communauté LGBT, c'est d'assumer qui je suis, d'être non-binaire, de ne pas juste m'arrêter à être un homme ou une femme. Moi, je m'identifie vraiment comme étant neutre, ou si je suis gay. Alors voilà, c'est mon identité. Puis c'est aussi d'être avec plusieurs personnes là, qui ont des identités différentes, là, de ne pas juste se fier à la norme qui est juste d'être hétéronormatif. Et maintenant, qu'est-ce que ça signifie pour toi faire partie de la communauté sourde? Pour moi, la communauté sourde, en fait, c'est lié, c'est sûr, avec un problème auditif, donc que ce soit comme un niveau profond, léger. Moi, je suis sourd profond, donc j'entends rien, puis je n'utilise pas ma voix. Puis pour la communauté, c'est ça. Nous sommes, dans notre communauté, on a plusieurs identités, mais c'est propre et c'est différent de la communauté entendante. Alors, avant de parler du spectacle en tant que tel, j'aimerais d'abord qu'on parle un peu de toi. D'abord, comment tu es entré en contact pour la première fois avec le monde du drag? En fait, moi, j'ai commencé vers l'âge de 13 ans, de commencer à me maquiller, mais c'était vraiment de base, des vêtements. Puis avec le temps, j'ai commencé à en ajouter. Il faut comprendre aussi que ça prend des compétences. Là. Il faut aussi se pratiquer. Là. Maintenant, rendu à 20 ans, là, j'ai développé parce que j'ai pu aussi développer le rôle du drag. Parce que pour moi, mon nom de drag, c'est Miss Loco Loca. Et c'est vraiment d'incarner un autre rôle, de faire des spectacles. Par exemple, le temps d'une soirée avec des amis. Même si c'est pas un spectacle, là, je peux même y aller avec des amis, incarner le rôle d'une drag, puis pouvoir être une personne le temps de notre soir. Justement, qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir cet aspect-là du drag dans ta vie? En fait, le drag, tu sais, moi, je suis Jérémy, mais quand je suis en drag, je peux être une autre personne. Donc, la gêne, ça disparaît. C'est un comportement, une attitude qui est complètement différente. Puis quand que j'enlève mon rôle de drag, après ça, je reviens Jérémy, puis je peux être un peu plus gênée. Donc, j'aime ça, pouvoir incarner quelqu'un d'autre, sortir de qui je suis à tous les jours au quotidien. Il y a un duo de drag aux États-Unis qui t'ont beaucoup inspiré au fil des années. Elle s'appelle les Deafies in Drag, que je pourrais traduire librement par les sourdes en drag. Quel impact elles ont eu dans ton parcours? En fait, c'est grâce à ces deux drags sur Facebook que j'ai appris le monde des drags. Donc, c'était environ à 13 ans quand j'ai débuté. Ça va faire 7 ans. Puis moi, depuis, j'ai toujours continué à les observer. Puis c'est eux qui m'ont vraiment donné envie. Puis c'est deux personnes sourdes. C'est des bons modèles pour moi, puis qui font partie de la communauté LGBT. Donc, mais je ne savais pas que tu connaissais... Puis je me suis informé mais en fait, là, je dois remercier ton ami Jonathan qui m'a partagé un reportage auquel tu as participé il y a quelques temps déjà. Alors, j'ai visionné et j'ai trouvé leur page Facebook. C'est vrai. Voilà. Ah. Oui. Donc, comment le drag, au fil des années, t'a aussi permis de cheminer dans l'exploration de ton identité de genre et sexuelle? En toute franchise, oui. Pour moi, oui. Parce que
Bien, quand j'étais plus jeune, j'avais de la difficulté avec mon identité. Est-ce que je pensais que j'étais une personne trans? Est-ce que j'étais une femme trans? Ou quand que j'avais vu, après ça, là, les drags, les défis drag sur Internet, bien, je m'étais dit, ah, bien, c'est peut-être ça, en fait. C'est pas d'être une femme à temps plein, mais d'être vraiment là, comme neutre de quand que j'ai envie. Ça peut être en spectacle, puis de pas faire non plus le changement, de rien faire de définitif. Donc, ça m'a vraiment aidé à me définir. Puis je pense que si j'avais pas vu sur Facebook leur page, bien, je serais encore en ce moment en questionnement, puis j'aurais peut-être entrepris un parcours là, totalement différent. Ça m'a vraiment aidé à forger mon identité. D'où l'importance de la représentativité de plusieurs identités dans nos médias. Les dragues te font signe, c'est une initiative de Jonathan Thibodeau-Lacasse. Allô, Jonathan, comme dans la salle. Alors qu'il faisait son attestation d'études collégiales en communication et études sourdes, il a réalisé qu'il y avait presque rien qui existait dans le monde du drag pour les personnes sourdes. Alors avec des collègues de classe, ils se sont mobilisés pour organiser la première édition de Les Dragues te font signe. C'était en 2016, je crois. 2016. Toi, Jérémy, comment tu en as entendu parler pour la première fois? Parce que, bon, c'est la première fois que tu vas y participer, mais ça fait longtemps que c'est sur ton radar. Oui, mais ça fait longtemps, en fait, parce que dans la communauté sourde, vous savez, la communauté sourde est petite. En plus que je fais partie de la communauté LGBT, c'est encore plus petit. Et depuis que ça a été sorti, moi, j'ai toujours voulu participer, là. Mais j'étais mineure, donc je pouvais pas. Puis là, maintenant, je peux participer parce que j'ai plus de 18 ans. Je me suis dit, c'est impossible que je manque cette expérience-là. Donc, pour le 14 juin, moi, je vous invite fortement à venir nous voir. Il y a eu... tu sais, moi, j'ai manqué là, les 4 autres éditions, puis c'était impossible que je manque cette 5e. Puis aussi, moi, j'ai eu d'autres expériences dans des petits spectacles, oui, mais pour vraiment... Tu sais, la compagnie Les Dragues te font signe, l'organisme, là, ça va être la première fois que je vais y participer, alors que j'ai eu d'autres petites expériences. Alors, qu'est-ce que c'est au juste, ce spectacle, Les Dragues te font signe? Oui. Ben, c'est des artistes sourds, avec aussi des artistes qui entendent, mais c'est un spectacle qui est complètement accessible. Donc, il va y avoir des interprètes pour l'entièreté de la soirée. Il va y avoir des artistes sourds qui sont en drague. Bien, si moi, par exemple, dans le village, je vais aller au Mado, là, puis que je vais aller voir un spectacle de drag, bien, moi, je comprends rien parce qu'ils parlent, puis j'ai pas d'interprète, à moins que je le paie de ma poche. Mais les Dragues te font signe, c'est un événement par année qui est accessible en entièreté en langue des signes québécoise, là. Donc, c'est vraiment... je peux pas manquer ça. Si moi, je veux aller à un autre spectacle, bien, je devrais le défrayer de ma poche. C'est près de 100 $ pour 1 heure pour un interprète. Donc, non. C'est pour ça que, pour moi, là, c'est vraiment le fun d'avoir accès à ce spectacle-là qui va être accessible en entièreté. Parce que des fois, je me dis, je vais aller au Mado, mais c'est parce que si je vais rien comprendre. J'aime ça, les dragues, mais j'aime ça comprendre. Puis si je comprends pas, c'est quoi? Je vais regarder ailleurs, tout le monde va rire. Moi, je vais manquer l'information pourquoi tout le monde rit. Je me dis, hey, les Dragues te font signe vont être accessible. Pour moi, c'est très, très, très important. Puis, une fois par année, j'aimerais ça que ce soit encore plus souvent, plus récurrent à chaque année, mais peut-être un jour, c'est à suivre. Alors justement, parlons-en du monde drague en général. Tu viens de parler du Mado. Je pense aussi aux émissions de RuPaul, qui, depuis 15 ans et même un petit peu plus, sont rendues internationales. Est-ce que c'est accessible, le monde du drague, pour les personnes de la communauté sourde? Bien, quand il y a les sous-titres, pour moi, c'est correct. Mais c'est sûr que ce serait mieux d'avoir un interprète en langue des signes puisque c'est notre première langue. Donc, ça fait qu'on va comprendre rapidement. Quand c'est des sous-titres, il y en a certaines personnes qui sont à l'aise avec la lecture, mais c'est sûr que ça serait intéressant aussi d'avoir une drague sourde qui va participer à RuPaul parce que ça n'a jamais été fait depuis. Puis les sous-titres, c'est sûr que ça peut aider à comprendre pour l'accessibilité, oui. Et comment le monde du drag ici à Montréal t'a accueilli? Est-ce que ça a été facile de t'intégrer? Bien, en fait, j'ai jamais tenté d'aller au Mado pour faire un spectacle par moi-même. Moi, j'ai l'impression que oui ou non.
si, en fait, je participe, je me dis, est-ce que les gens vont vouloir payer le service d'interprétation? Est-ce que ça va être à moi de le faire? Ça coûte cher, un service d'interprétation. C'est moi qui participe, c'est moi qui ai une différence. Donc, c'est vraiment ça l'enjeu. C'est qui vont le payer? Est-ce que ça va être les organisateurs, les organisatrices? Donc, c'est ça vraiment l'enjeu, là, parce que les interprètes, c'est pas un service qui est offert gratuitement. Est-ce que tu dirais qu'il y a des caractéristiques spécifiques à l'art du drag sourd? Ben moi, de mon opinion, je trouve que c'est similaire. Pour les dragues qui entendent, en fait, moi, je pense que c'est vraiment la langue qui va faire la différence. Autrement, j'ai pas remarqué de différence. C'est vraiment la langue qui est utilisée. Le reste, le maquillage, la perruque, les robes, les talons, tous les accessoires, c'est pareil. Aussi, le but, c'est de faire de l'humour. Ça peut être des conférences, dans un livre. Vraiment, c'est la langue qui est différente. Justement, tu en parles de ce contact avec le public. Hein? C'est vraiment très important dans le monde du drag. Il y a de l'humour, on cherche à faire sourire, à faire rire. Est-ce qu'il y a des défis particuliers à surmonter pour les artistes sourds afin d'établir cette connexion avec l'auditoire? Bien, si le public est sourd, c'est très facile. Si le public entend, bien là, c'est sûr que ça va être un autre défi. Mais moi, j'ai jamais eu cette expérience-là. Un jour, peut-être, avec un interprète, là, ça va pouvoir faciliter la chose. Mais c'est une bonne question. Ce serait intéressant à tester, de voir. J'ai jamais pensé à cette question-là. On va le voir le 14 juin, en tout cas. Donc, ce spectacle-là du 14 juin, ça se prépare. Et pour la première fois cette année, les artistes ont eu accès à des ateliers. Est-ce que tu peux nous parler un peu de qu'est-ce que vous y apprenez? Comment ça se passe? Oui. Donc, le 14 juin, bien, on ne peut pas se rendre là sans préparation. Donc, on a 5 ateliers. Donc, le premier et le deuxième ont été complétés. Donc, c'est vraiment une personne drag qui entend, professionnelle, qui nous montrait là, comment faire du maquillage, parce que pour les personnes sourdes, bien, il n'y a pas grand-chose qui sont accessibles. Donc, on a pu avoir des ateliers avec des artistes là, qui entendent pour venir nous montrer les techniques. Par exemple, comment là, cacher mes sourcils qui sont assez épais. Donc, l'artiste a pu vraiment me montrer comment, et moi, j'ai appris. Puis, on va pouvoir arriver à la suite de ces ateliers prête et fraîche à vous montrer notre spectacle. Donc, c'est un spectacle qui se veut rassembleur, que l'on soit entendant ou sourd, on y est, les bienvenus. C'est vraiment ça que vous voulez, c'est rapprocher ces deux communautés-là. Oui, c'est ça. Puis, il y a des artistes sourds, il y en a 5. Puis, il y a aussi des artistes qui entendent. Mais l'auditoire, en fait, le public, là, c'est bienvenu à tout le monde. Puis, l'objectif, c'est vraiment d'avoir du plaisir puis d'être ensemble. Puis, c'est comme à tous les jours, là. D'ailleurs, notre collègue Mélodie Noël Rousseau, alias Roquebière, sera de la partie, si je ne me trompe pas. J'ai vu sa face sur votre matériel promotionnel. Ça se passe le 14 juin au Osgang Plaza. Ce sera suivi d'une soirée DJ avec Barbada, qui devrait travailler avec les vibrations de la musique, justement, pour être inclusif envers les personnes sourdes. Moi, j'ai déjà mon billet. Alors, moi, je vous suggère de courir, aller acheter les vôtres avant qu'il n'y en ait plus. 14 juin, Osgang Plaza. Merci beaucoup de ta présence, Jérémy. Bon spectacle, le 14. Merci beaucoup, merci. Ça fait vraiment plaisir. Alors, on va maintenant parler de littérature avec Kamala Macrel qui ajuste son micro. Comment ça va, Kamala? Très bien, merci. C'est l'été. Oui, exactement. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu portes aujourd'hui? C'est tellement estival. Moi, j'ai mon look d'été. J'ai mes longues tresses donc j'ai plus les cheveux bouclés parce que j'ai des longues tresses pour l'été. J'ai petite robe jaune et verte et même un petit décolleté que je montre parce que pourquoi pas. Tes cheveux sont magnifiques. Je t'ai demandé si tu les avais fait toi-même. Non. Tu m'as dit non. Mais tu m'as dit que tu l'avais déjà fait toi-même. Quand j'étais plus jeune, c'était une mauvaise idée. Qu'est-ce que ça donnait comme résultat? Le résultat, ça allait. Mais mes mains, par la suite, pendant des semaines... il y avait de la corne, c'est quoi?
C'était dur. Ben, c'est comme c'est être plasticien, plasticienne. Là. Moi, j'ai fait ça. La dame qui me l'a fait, ça nous a pris 8 heures de temps. Pour faire les cheveux aussi longs. Donc, quand même. Ça, c'est une autre personne qui l'a fait pendant 8 heures de temps. Donc, imagine le faire sur tes propres cheveux. Est-ce que tu en as profité pour lire un livre, quelque chose comme ça? Oui. J'en ai profité pour lire le livre dont je vais parler à ma prochaine chronique. Ça, c'est rentabiliser son temps. De belles stratégies, Camargue. Bien joué, bien joué. Ce soir, on ne va pas parler d'un livre en particulier, mais on va parler de littérature décoloniale. C'est un sujet dont on a abordé brièvement dans une discussion post-émission il y a 2 semaines, grâce à notre collaboratrice à la recherche, Caroline. Bonsoir, Caroline. Alors, approfondissons un peu le sujet. Qu'est-ce qu'il y a? D'abord, il y a des liens à faire entre la littérature décoloniale, la littérature queer, on va y revenir. Mais quand on parle de littérature décoloniale, de quoi on parle au juste? Oui, ben, déjà, avant de parler de littérature, je pense que c'est important parce que la littérature s'articule à travers le langage. Donc, on va parler de langage. C'est qu'on a tendance à penser que le langage, c'est tout juste un outil de communication. C'est vrai, c'est un outil de communication, mais le langage est aussi rempli d'enjeux de pouvoir et de systèmes. Il y a différents systèmes qui sont intégrés, qui sont des systèmes de savoir, qui sont intégrés dans différents langages. Par exemple? Donc, par exemple, la binarité du genre en français. C'est la binarité du genre en français. Il y a d'autres langues où cette binarité n'existe pas. Donc, c'est un système de savoir qui te dit on organise le monde de cette manière. Et ces systèmes de savoir s'articulent aussi à travers différentes langues. Donc, il y a un enjeu de pouvoir, et c'est intéressant, surtout la langue française, dans un contexte postcolonial, donc sachant l'histoire coloniale qu'il y a eu, donc l'expansion européenne il y a à peu près 400-500 ans, l'expansion britannique, l'expansion française en particulier. Et c'est intéressant parce que en anglais, par exemple, il y a différentes formes d'anglais qui sont légitimes. Donc, par exemple, moi, j'ai fait mes études littéraires en Inde et j'ai étudié le Indian English comme une littérature qui était légitime. Donc, tu as le Jamaican English, tu as le African American English. Donc, il y a différentes formes d'anglais. Or, avec le français, il y a l'Académie française qui te dit c'est ça le français. Les immortels. Donc, ce qui fait qu'il y a aussi cette dynamique de pouvoir où il y a une hiérarchie, où il y a quelques personnes qui vont te dire voilà comment la langue est censée fonctionner, sauf que dans notre quotidien à nous, dans nos communautés, dans notre manière de vivre, on ne parle pas au quotidien comme l'Académie française nous demande de parler. Il y a comme une inadéquation là, entre ce qu'on nous dit de dire, mais ce qu'on utilise réellement. Oui. Ben, ce n'est pas uniquement ce qu'on nous dit de dire, c'est beaucoup surtout ce qu'on nous dit, comment est-ce qu'on peut écrire. Et ça, je pense que il y a la sphère des médias, la sphère littéraire, la sphère culturelle ont le contrôle de ça. Tu sais, si moi je suis une maison d'édition et je dis moi je ne vais pas publier ce roman parce que le pronom Yel, on ne peut pas s'en servir parce que l'Académie française ne le reconnaît pas. Tu sais, donc automatiquement il y a une dynamique de pouvoir dans l'enjeu du langage. Donc la littérature décoloniale, c'est surtout majoritairement des peuples qui ont été colonisés dans le passé, qui parlaient d'autres langages, qui peut-être ont perdu leur langage, mais dont leurs systèmes de savoir sont différents. Donc c'est par exemple, quand on parle de la binarité du genre en français, dans plusieurs langues autochtones, le genre n'existe pas en français. Donc ce qui existe, c'est est-ce qu'un être est animé ou est-ce qu'un être est inanimé? Donc, c'est tout un autre système de savoir. Une manière d'approcher la description, de nommer les choses. On est dans un autre univers totalement. Voilà. Et tu sais, une littérature décoloniale, et je dirais aussi une littérature queer, ce que ça fait, c'est que ça rentre dans cette dynamique de pouvoir et ça essaie de jouer avec le langage pour dire « laisse-moi présenter un autre modèle ». Ben, surtout, là, on parle des langues coloniales. Tu sais, donc, si on écrit en français, par exemple, c'est comment est-ce qu'on peut questionner, disons, la binarité dans la langue française. Quels sont les jeux
qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut étirer le langage ou le donner une nouvelle forme, ce qui fait que ce qu'on appelle une littérature queer. Et il y a aussi des artistes, dans les contextes, surtout des artistes autochtones ou racisés, qui écrivent aussi une forme littéraire, une relation au langage qui interroge cette dynamique de pouvoir. Puis on a parlé de l'Académie française, mais il y a d'autres institutions aussi. Par exemple, je pense à l'Office québécois de la langue française. Voilà. Est-ce que tu mettrais ça dans la même catégorie que l'Académie? Oui, je mettrais ça absolument OK. dans la même catégorie. Des institutions comme Radio-Canada, qui sont pas, mais qui sont un média. Même chose aussi, dynamique de pouvoir, dynamique d'influence sur l'utilisation de la langue. Tout à fait. Moi, de ce que je sais, il y a encore énormément de médias, les grands médias québécois, là, franco-québécois, qui refusent, par exemple, de se servir du pronom Yel, qui ne reconnaissent pas, qui ne reconnaissent toujours pas l'utilisation du pronom Yel. Donc, il y a une dynamique de pouvoir, là. Voilà pourquoi, en particulier, quand on parle de littérature ou de culture d'une manière générale, c'est là où le changement peut se faire, potentiellement. Et du changement, il y en a toujours eu. Il va y a toujours en avoir aussi. Exactement. Il y a une évolution de la langue, selon les personnes qui la parlent. Ouais. Et je pense que le balado s'appelle Toast. Oui. Pour moi, c'est un média. On a affiché nos couleurs, je le reconnais. qui nous permet de pousser tout cela. Mais dans ces formes de littérature, donc la littérature devient un espace de contestation, un espace pour dire on va à l'encontre de certaines dynamiques de pouvoir, pour pouvoir permettre de laisser émerger d'autres formes de savoir. C'est aussi ça. Quelles sont les autres manières dans un contexte qui soit en dehors du colonialisme, quelles sont les autres manières d'être et les autres manières de se comprendre soi-même et de comprendre les autres, et comment est-ce que le langage peut nous permettre de structurer et d'exprimer cela. Bon, mais parlons justement de la non-binarité. Tu en as glissé un mot au début. Ça, c'est une manière de se définir ou de s'exprimer autrement et qui vient un peu chambouler les codes du français. Tout à fait. Tout à fait. Et je pense que c'est une richesse. Moi, je trouve que c'est quand même, historiquement, quand on y pense, ça fait 3, 4 ans, non, peut-être 5 ans maintenant que le pronom Yel a été introduit dans le Petit Robert, qui est encore contesté. Ce n'est pas tous les dictionnaires qui approuvent cela. Mais c'est intéressant parce qu'au final, il y a les communautés, il y a nous qui vivons l'expérience au quotidien. Et le langage que nous utilisons pour parler de nos expériences. Ensuite, tu as quelques petits académiciens, c'est souvent d'une autre génération, qui vont te dire d'un autre côté, non, voilà comment le langage est censé voilà comment on est censé se servir du langage. Et moi, je pense qu'en particulier dans la sphère de la culture, de la littérature, des médias, c'est là où on devrait trouver nos alliés pour un peu faire le pont entre comment est-ce que nous, on s'autodéfinit, s'autodécrit pour en fait faire basculer la dynamique de pouvoir. Là, je sors un petit peu du plan, là, je t'amène ailleurs, mais parce que dans le fond, moi, quand je parle de la langue inclusive, j'essaie toujours de rappeler que pour moi, c'est pas qu'une question LGBTQ+. Dans la langue française, 50% des francophones sont des femmes. Et la langue française les invisibilise beaucoup. Pour toi, c'est quoi les défis d'expliquer ce que je viens de dire, mais d'essayer peut-être de le vulgariser pour faire en sorte que la langue inclusive n'ait plus cette étiquette de woke LGBTQ+. Là? C'est une très bonne question. Je pense que moi, je crois en les petits changements qui trigger d'autres changements dans ce sens-là. Moi, je pense que, par exemple, à un certain moment, par exemple, si on commence à intégrer Toast comme une expression ou Yel comme une expression et qu'on commence à l'intégrer de plus en plus dans les différentes formes de langage, arrivé à un certain moment, ça commence toujours par le petit changement, mais qui grandit. Donc là, en ce moment, oui, forcément, c'est très instrumentalisé parce qu'on vit dans un contexte politique où tout est une contention, et cet espace donc, où on blâme tout sur le wokisme, alors qu'au final, nos existences, elles ont toujours été là. Donc moi, je pense que le plus on s'en sert, à un certain moment, si la majorité des personnes se servent du pronom Yel,
l'utilisent dans leurs documents, dans le document légal, dans le document littéraire, en écrivant tes devoirs à l'école, dans la littérature pour enfants, dans un spectacle d'humour. Tu sais, si tu le vois et à la télé, par exemple, et à un certain moment, ça fait basculer la dynamique de pouvoir. Donc, moi, je pense que cette idée de assez woke, c'est un peu, j'aime dire que c'est le dinosaure qui parle. C'est un dinosaure qui a tellement de mal de mourir et qui essaie vraiment de se dire, voilà mon pouvoir, et moi, je peux contrôler mon pouvoir si je contrôle le langage. Tu sais, et c'est vraiment cette peur du changement. Et à la fois cette peur de l'autre et cette peur de ce qui est différent, parce que ces codes sont tellement ancrés. Et je pense que surtout que les personnes qui sont en situation de pouvoir se trouvent très solides et ancrées dans cette dynamique de pouvoir. Mais là, quand nous, on arrive et qu'on est du genre, OK, peut-être qu'on pourrait se servir du langage différemment, je pense que c'est la perte de pouvoir. Et la réaction à cette perte de pouvoir, c'est « Ah, mais vous les woke comme si c'était tout juste un mouvement passager. Ou la quelque perte de chose privilèges voilà. Et tout ce qui s'accompagne. Tu as dit qu'une des manières, dans le fond, c'est de commencer à le voir, c'est de commencer à voir des exemples. Toi, dans ta pratique en tant qu'auteuriste, tu pratiques cette littérature décoloniale. Quand tu te mets à écrire, comment tu introduis un peu tout cet esprit critique-là dans ton travail? Oui, c'est intéressant parce que moi, dans mon processus, moi, j'écris de l'oralité. Moi, même quand je traduis des textes littéraires, j'ai besoin de l'entendre. Donc, j'écris de l'oralité. Et l'oralité a une formule qui est très différente du bon français grammatical ou syntactique. Est-ce que tu parles en écrivant ou tu parles dans ta tête? Les deux. Souvent, je le parle ou je l'écris, et là, je le dis à haute voix. Mais aussi, quand je parle, c'est que moi, je suis une personne qui est créolophone. Moi, j'ai parlé créole avant tout. Donc, même quand je parle français ou quand je parle anglais, tu sais, il y a quelque chose de très créolisé dans ma relation à la langue. En même temps, tu sais, ma trajectoire de déplacement entre l'île Maurice, l'Inde, le Canada anglophone, maintenant le Québec, ce sont toutes des parties de moi. Donc, au lieu de me dire, voilà la manière d'écrire, moi, je me dis, mais comment est-ce que je peux honorer toutes ces parties de moi? Et ensuite, trouver une manière d'écrire, et même au-delà de l'écriture, dans ma pratique artistique de manière générale, une manière de faire qui est beaucoup plus hybride, qui est beaucoup plus flexible, mais qui veut dire aussi que j'occupe des espaces qui ne sont pas les catégories prédéterminées par un contexte colonial. Donc, pour moi, c'est cette espèce de jeu qui me permet aussi de faire un jeu dans le langage. Et comment ça se traduit dans tes livres? Je ne sais pas si tu as un exemple. Là, tu n'as pas tes livres habituellement. Tu arrives avec plein de livres, des plein de citations, mais juste pour nous donner une idée, mettons que je lis un de tes livres, à quoi je peux m'attendre pour repérer ces codes-là? Il y a certaines formulations de phrases, parfois, tu sais, dans la syntaxe, où je vais adopter une syntaxe qui n'est pas censée être, entre guillemets, bonne. Dans mon livre, mon recueil Hommes-Femmes, il n'y a aucune ponctuation. Oui. Donc, ce que je fais, c'est que... Juste, ce recueil est magnifique. C'est à lire, vraiment, absolument, ça m'a bouleversé. Continue. Merci. Mais ce que je fais, c'est que je joue... tu sais, le texte prend de l'espace sur la page, comme ça. Donc, au lieu d'avoir la ponctuation, pour moi, j'ai un jeu spatial où c'est selon où les choses sont sur la page, la manière dont on tourne la page impacte comment on le lit. Donc, c'est pas une grammaire, c'est pas une syntaxe. C'est petit. Donc, ça, par exemple, il n'y a aucune ponctuation dans Hommes-Femmes. Et même le titre, Hommes-Femmes, tu sais, c'est quand même un livre qui a été publié au Canada. Et pour moi, Hommes-Femmes, c'est un terme en créole de l'île Maurice, qui veut dire transgenre, si on veut. Il n'y a pas vraiment une traduction, justement parce que c'est une manière d'être qui existe dans une structure qui n'est pas coloniale. C'est vraiment d'honorer à la fois ce qu'il y a de masculin et de féminin chez toi. Et donc, moi, j'ai décidé pour le titre de ne pas le traduire. Tu sais, j'ai publié un livre d'une maison d'édition canadienne, publié au Canada, en me disant le titre va être en créole. Parce que pour moi, c'est un statement politique que je fais à travers cela. Très, très intéressant, Camargue. Est-ce que tu veux ajouter d'autres choses sur la littérature décoloniale? Non. Non, ça fait bien le tour. On a quand même un autre petit sujet. Ça s'en vient très bientôt, le Festival de la BD. Il y a quelques autoristes LGBTQ+, qui seront présents. Tu as fouillé la programmation pour nous. Donc, oui, j'aimerais souligner. Donc, le 13e Festival de la BD de Montréal aura lieu du 24 au 26 mai 2024. C'est sur la rue Saint-Denis qui devient piétonne entre Guilford et Roy.
Il y a plus de 168 exposants, des activités gratuites, plus de 300 artistes seront là. Et il y a aussi une présence LGBTQ+, que je voulais quand même souligner au festival. Il y a Axelle Lenoir, qui est une autrice québécoise trans, qui sera là, qui va donner une conférence. Il y aura des tables rondes avec l'auteur queer Jessie Tremblay, l'américaine T. Walden, qui, elle, a fait des œuvres basées sur les chansons de Tegan and Sara. Donc, il y aura aussi d'autres auteurs et autrices dans la programmation des communautés LGBTQ+. Et je voulais aussi souligner qu'il y a le prix BDLIS, qui est le prix de la BD. Dans le contexte du festival, le prix BDLIS est dans sa 25e année. Et nous avons des autoristes LGBTQ+, cette année en lice. Yes! Donc, il y a les inconvénients de la fidélité de François Donatien, qui est nominé, qui est en lice pour, donc l'héroïne dans ce texte est queer, pour le prix BDLIS Québec. Aussi dans le BDLIS Québec, donc, il y a Axelle Lenoir, dont je viens de parler, Passage secret. Et dans la catégorie BDLIS Jeunesse, il y a 2 livres jeunesse qui parlent des enjeux LGBTQ+. Il y a L'été du vertige de Adeline Fischer et La malédiction de Mamo de Sas Milledge, qui sont aussi en lice pour les prix BDLIS. Donc du 24 au 26 mai? Oui, le 24 au 26 mai, le 13e festival de la BD de Montréal. Kamala Macrel, merci beaucoup pour ta présence 2 fois en 2 semaines. Je suis très content, très content. Merci. C'est déjà le mot de la fin. Nos invités cette semaine, Laetitia Arnaud-Sicari pour son reportage sur la communauté italo-queer. Merci encore une fois de ta présence. Notre journaliste stagiaire, Salomé Marie, qui a commencé avec nous la semaine dernière. Merci d'être là, Salomé. L'humoriste Joël Prudhomme, bon spectacle. Elle est déjà partie sur scène ailleurs. Tellement occupée, Joël. Alors, merci aussi à Jérémy Loca, alias Miss Loco Loca. Le spectacle Les Dragues te font signe, c'est le 14 juin, Wasgang Plaza. Pour la culture cette semaine, Kamala Macrel, merci de ta présence. À la technique, Lou Perreno. Et nos interprètes en langue des signes cette semaine, Marie Penel et Geneviève Lucier. Derrière le bar, comme à l'habitude, Dominique Séguin. La petite pause de Dominique. Merci également à l'appui financier de la Caisse d'économie solidaire des Jardins à travers le Fonds d'aide au développement du milieu. Je vous invite à venir nous voir ici au Normandie, pas la semaine prochaine, le 29, parce qu'on nous aurons une émission spéciale pour le congrès du Conseil québécois LGBT, mais nous serons de retour les 5 et 12 juin. Entre-temps, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Abonnez-vous à notre infolettre, notre site internet touste.com. Vous trouverez le formulaire dans le bas de chacune des pages. Ici Kim Roy-Grenier. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine.